Bonjour à tous, mesdames, messieurs. Merci de votre fidélité à votre émission Grand Défi. Grand Défi, aujourd'hui, nous allons aborder les défis de gestion des catastrophes naturelles et des urgences en République démocratique du Congo. Nous faisons cette émission, vous savez, il y a presque 3 semaines, la ville de Kinshasa a été frappée par des inondations meurtrières. Il y a eu mort d'hommes, environ 70 personnes ont péri et des dégâts matériels importants. Et donc, il y a eu également des sinistres et des sinistrés qui ont été obligés de quitter la zone et d'être hébergés qui au stade Tata Raphaël, qui dans telle école. Et donc, comment faire pour que prochainement, lorsqu'il y aura des catastrophes naturelles, qu'on ne puisse pas regretter de morts d'hommes, qu'on ne puisse pas regretter en tout cas autant de dégâts matériels. Et pour en parler, je reçois sur ce plateau Madame Marie-Claire Motanda. Elle est activiste, actrice sociale, mais aussi elle est présidente du parti politique La Nouvelle Dynamique Lumumba. Bonjour Madame Marie-Claire. Bonjour cher Gustave. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Alors, première question, comment vous avez personnellement analysé, appréhendé les inondations du 4-5 avril dernier dans la ville de Kinshasa? Oui. C'était un fait qu'on appelle catastrophe, mais il y a des types de catastrophes. Donc, catastrophe, c'est chaque fois qu'on est devant une situation qui dépasse la réponse naturelle. C'est-à-dire, on a une pluie ça dépasse les gens, ils sont affectés et ils ne peuvent pas répondre, ils ne peuvent pas gérer la situation sans qu'il y ait une intervention extérieure. Et dans ce cas de Kinshasa, les pluies de 4 ou 5, on a vu qu'une zone a été affectée parce qu'il y a eu les lits de la rivière Ndili a débordé et des quartiers ont été inondés et les gens n'ont pas pu répondre. Et ça, c'est une catastrophe naturelle, c'est-à-dire elle n'est pas faite des mains des hommes, elle est faite d'une pluie, des circonstances naturelles et on ne peut pas empêcher à la pluie. Mais dans toute situation de catastrophe, il y a lieu de prévenir les catastrophes. Il y a lieu aussi de gérer les catastrophes sur le champ, une réponse rapide, l'urgence, et gérer les conséquences des catastrophes plus tard. Donc on a toujours ces 3 moments. Le premier moment, c'est la prévention des catastrophes. Le deuxième moment, c'est la gestion des catastrophes pendant les catastrophes, donc la réponse urgente. Ouais. Et puis la gestion des conséquences des catastrophes. Alors, parce que ce sont des catastrophes, vous avez dit naturelles, c'est-à-dire il faut voir Dieu qui envoie ces événements-là. Non, ce n'est pas ça. C'est-à-dire, quand je dis la prévention, les éruptions volcaniques et consorts, ce sont des catastrophes naturelles. Ça n'a rien à voir avec les gouvernements. Parce que nous voyons souvent, vous êtes aussi politique, laissez-moi vous dire que lorsque les eaux débordent ou lorsqu'il y a incendie, chez nous, au Congo, à Kinshasa, on voit le président de la République. Ah, tu sais que on commence à soumis-nous. Mais comment on n'a pas pu faire? Comment ça arrive comme ça? Ouais. Si les gens se plaignent, c'est bien de laisser les gens se plaindre, parce que si les gens se plaignent, c'est qu'il y a un message qui les met en déconfort. Et ici, la responsabilité est attribuée dans cette première phase-là dont je parlais de la prévention. C'est vrai qu'on ne peut pas prévenir la pluie, mais on peut prévenir les effets de la pluie. Par exemple, dans ce cas précis, ici, on a vu que tous les lits de toutes les rivières n'étaient pas inondés. Pourquoi
la rivière d'Indil était inondée, si on voit bien, on a vu des problèmes de lotissement. Les gens n'ont pas respecté, ils ont construit dans le lit de la rivière. On a vu aussi le problème de ces digues qui avaient été enlevées pour construire une église. Et toutes ces choses se sont faites en amont de la pluie. Quand on les a fait, on n'a pas su que la pluie viendrait, ainsi de suite. Et là est le rôle du gouvernement de s'assurer qu'on ne construit pas sur le lit de la rivière, de s'assurer qu'on respecte certaines mesures de la construction et de droit foncier. Et si ça, ce n'est pas fait, les gens construisent un désordre, bien sûr qu'on va blâmer le gouvernement. Aussi, des problèmes de gestion des déchets, des canalisations chez nous qui sont tout le temps bouchées, et donc les pluies ne sont pas déversées partout. Il y a des problèmes d'eau qui débordent dans des routes, ainsi de suite, se retrouvent dans des maisons. Ça, c'est un problème qui affecte les populations, parce que c'est chaque personne qui peut gérer cela. Mais bien sûr, encore parce que nous sommes une société, la population est dirigée par les autorités. Et donc, à ce moment-là, on peut reprocher les autorités. Bien sûr, quand on reproche les autorités, dans ces cas, on a tendance de blâmer directement le président. Mais il faut noter ici que nous sommes aussi une organisation. Nous sommes un État avec des organisations et des démembrements, et des responsabilités doivent être tracées à chaque niveau d'organisation. Ah oui, j'étais dans une journée scientifique consacrée totalement sur la gestion des eaux. Et puis, on a analysé pourquoi il y a eu ces inondations-là. Et on a pointé du doigt les ministères des Affaires foncières, mais aussi les ministères de l'urbanisme et habitat, aussi aménagement du territoire, parce que apparemment, selon les plans d'urbanisation, il y a des endroits où on ne devait pas lotir. Absolument. Et qui a autorisé. Alors, qu'en dites-vous lorsqu'on pointe du doigt les ministères des Affaires étrangères, plutôt des Affaires foncières? Oui, mais je trouve que c'est ce dont j'étais en train de parler tout à l'heure, que quand les gens se plaignent, c'est par rapport à la partie de prévention. On ne peut prévenir les conséquences que si tous ces ministères ont fait leur travail. Nous sommes une grande ville, il faudra bien qu'on respecte les mesures d'urbanisation. Et on voit ici au Congo, c'est vraiment le ministère d'urbanisme et d'aménagement de territoire a beaucoup à améliorer. Et il y a beaucoup à faire, même dans de nouveaux quartiers qui se créent partout dans la proximité du Congo, de Kinshasa. On voit que on fait que les affaires foncières ne vendent que des parcelles et les gens se mettent là. Il n'y a pas vraiment de lotissement pour prévoir les espaces des routes, les espaces des déchets, des espaces des activités communes, avoir même des jardins, ainsi de suite. Tout cela se prépare pour que quand les gens se décentralisent, ils retrouvent un peu une société organisée, l'urbanisation, les routes, ainsi de suite. Ici, les gens construisent sur les routes, les gens construisent dans le lit de l'eau. Sur les caniveaux. Sur les caniveaux, les gens construisent sur les caniveaux. Et même sur les rails, sur les chemins de fer. Alors, donc il y a beaucoup à faire et on espère que ce sont des ministères qui nous suivent et qui suivent tous ces scientifiques dont vous dites, vous avez fait une journée scientifique sur ça. Surtout les scientifiques, ils ont des terminologies sur certains de ces faits qui sont soit mal conçus sur les lits, ainsi de suite. Il faudra bien qu'ils déversent ça aux responsables ministériels, pas seulement au niveau national, parce que si on parle à Kinshasa, mais surtout, moi je pense, au niveau provincial. Même dans les provinces. Absolument, au niveau provincial, parce que l'opération, l'exécution doit être faite au niveau provincial. On descend aussi communal, de bourgmestres, ainsi de suite, jusqu'au niveau des chefs de rue. Il faut que chacun de nous, maintenant, soit un peu beaucoup plus responsable par rapport à la gestion. Alors, parce que les plans d'urbanisation n'ont pas été respectés. Et dans les villes, et dans les provinces, c'est ainsi que lorsqu'il y a catastrophe naturelle, on déplore mort d'homme, on déplore dégâts matériels importants.
comment remédier, comment faire aujourd'hui, parce que les gens habitent déjà des endroits, comment faire pour remédier ou refaire ou remoderniser les plans d'urbanisation? Je pense que c'est des choses qu'il faudra reconsidérer. Hein. Il faut reconsidérer de revoir le plan d'urbanisation dans des endroits spécifiques qui peut améliorer et éviter qu'on se retrouve dans des situations comme ça. Mais je voudrais juste dire que la réponse n'est pas seulement par rapport à la prévention. Rappelez-vous, il y a par exemple, quand on déplore mort d'hommes, même durant la catastrophe, on peut aussi, ce qu'on appelle techniquement, dans le jargon médical, prévention primaire. C'est-à-dire, on est déjà devant la situation, devant la maladie, devant la catastrophe, mais on fait la prévention des dégâts. Donc, dans ce cas ici, il faut prévenir les nombres de morts. Et ici, il y a des choses qui pouvaient être faites mieux. Comme aussi. quoi, par exemple? Par exemple, quand il a commencé à pleuvoir, il y avait des gens, l'eau montait, ça n'a pas monté d'emblée, ça montait. Donc, si on avait déjà des plans d'évacuation de gens mis en place, on pouvait éviter beaucoup de ces morts. Si pendant que l'eau montait, on avait des mécanismes de pouvoir évacuer, et ça se planifie aussi. Toutes ces choses, ça se fait dans le plan de contingence. On doit être à même d'avoir un plan de contingence au niveau de la province pour dire, devant telle catastrophe, qu'est-ce qui peut être fait. Et comme ça, quand la catastrophe vient, on le met en action. Et à ces moments-là, on minimise les dégâts. On a vu des jeunes gens qui se tenaient comme ça, qui... portés par le courant, et les gens filmaient, c'est-à-dire, si à ce moment précis, il y avait un mécanisme de sauvetage, on pouvait repêcher ces gens, on ne pouvait pas attendre à le voir qui sont traînés par le courant. Donc, c'est ces mécanismes de sauvetage-là qui a manqué aussi, et ça peut être tracé au niveau des autres ministères aussi, des autres responsabilités, par exemple la réponse humanitaire et les actions sociales, mais aussi même des partenaires. Et il faut avoir des plans de contingence selon... Et vous pensez que ce plan n'existe pas? Je ne sais pas, parce que, comme vous savez, je reviens au pays assez... pas très longtemps, mais ce que j'ai appris de notre pays, c'est qu'il y a toujours de plans et qui est souvent... Qui existent, mais qui ne sont pas appliqués. Qui ne sont pas appliqués. Et pourquoi? Lorsque vous avez fait des analyses, pourquoi on n'applique pas les plans? Ça existe, je me rappelle, lorsqu'on faisait encore l'émission, les professeurs Oliolé nous l'a dit, qu'il y a le plan d'urbanisation, et même pour l'assainissement de la ville, et même pour stopper les catastrophes, et tout ça. Mais pourquoi les autorités n'appliquent pas ça c'est vraiment, je plans? pense que là, tu vas même sortir de ce débat, parce qu'on va aller maintenant sur des autres considérations de l'homme congolais et ce qu'il est devenu, les responsables congolais. Et je pense que il y a beaucoup à refaire, à revoir et à dire. Quand on entre dans une légèreté il n'y a pas de redevabilité, quand on entre juste dans la distraction ou de pouvoir se satisfaire individuellement et il n'y a pas encore de redevabilité, l'homme en général, il n'a qu'à faire. Il y a une grande distraction. On a vu que nous restions longtemps dans ce pays sans qu'il y ait des évaluations de performance et les gens entrent au gouvernement pour détourner, les gens entrent au gouvernement pour satisfaire leurs propres besoins, il n'y a pas de suivi, ils sortent de là. Et bien sûr, ça retentit partout. Donc, pas de respect des normes, pas d'impunité. L'impunité, il y a la justice qui est malade. On est entré dans une déviation totale des valeurs d'une société et qu'on fonctionnait comme juste, tu vois,
dans le jungle, les plus on forts... fonctionne pour nourrir son ventre. Ouais. Le plus fort, chacun pour soi et Dieu pour tous. Nous sommes dans une société, la société veut qu'il y ait une organisation. C'est pourquoi nous avons même des responsables, c'est pourquoi nous votons des gens, nous mettons au pouvoir pour qu'ils assurent l'organisation, la gestion, ainsi de suite. Si maintenant les gens sont assurés, il n'y a pas de rédévabilité, ils vont dans leur sens, ils sont animés par l'individualisme et autres. Et ça, c'est la catastrophe. Et on voit que la gestion de ce pays pendant plus de vingtaine d'années... Là, c'est la catastrophe. Oui, c'est aussi une catastrophe dans une catastrophe, oui. Et on a vu que la gestion du pays a été faite pendant plusieurs années dans le sens justement d'entraîner cette catastrophe-là, délaisser, décultiver les antivaleurs, la culture, la tradition. Lorsqu'on prend le pouvoir, ici je parle, comme dernièrement on a nommé des responsables d'une structure d'assainissement, d'assainissement de la ville. Est-ce qu'on peut penser au problème d'hommes qu'il faut à la place qu'il faut? Absolument. Parce que lorsqu'on vient, on doit améliorer, on doit remplir la mission, mais on ne voit pas encore ça se réaliser. Que faire? Pour vous qui avez passé autant de jours, autant d'années en Europe, ça se passe comment lorsqu'il y a des catastrophes? C'est ce que je disais là. Il y a des plans de contingence qu'on appelle contingency plan, des urgences, qui sont déjà faites pour des différents types d'urgences avec des différents scénarios. Et ces plans de contingence, ils ont déjà des plans de réponse. Donc ça dit vous évaluez les différentes possibles catastrophes qui peuvent, et comment la réponse peut se faire. Et avec la réponse, il y a les attributions des responsabilités. Chaque personne, ce sont des plans multisectoriels, parce que comme pour l'urgence, ce n'est pas une seule personne qui répond. Et donc, chacun doit jouer son rôle. Ah oui, a sa responsabilité. Et donc, quand il y a l'urgence, ça se déclenche et on met en place, et ça assure, il faut une bonne coordination de l'urgence. Ça, c'est capital. Et c'est ça que moi, je pense on peut améliorer davantage dans le pays. La coordination est souveraine pour tout type d'urgence, y compris même l'urgence humanitaire qu'on vit. Et là, ça commence par où? Par les informations de la météo? Oui, toutes les informations pour la réponse. Je voulais d'abord répondre à la première question, là, sur la question que vous avez dit par rapport à l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. C'est ça. Ouais. Je veux vraiment insister là-dessus parce que la méritocratie est vraiment nécessaire pour pouvoir atteindre les résultats de ce qu'on envisage dans ce plan-là. Parce que si on a des plans qui sont juste des écrits, des développements théoriques des gens scientifiques et qu'on les met quelque part, ils ne peuvent pas produire. Pour que ces plans soient mis en œuvre, il faut des hommes. L'homme est une ressource capitale. Et le Congo n'en manque pas. L'homme avec grand H, ça veut dire femme y compris. Congo n'en manque pas. Seulement, il faut les vrais hommes avec grand H à la vraie place, c'est-à-dire la méritocratie, le mérite. Et cela s'accompagne avec la redevabilité, la accountability, c'est-à-dire si on est là, on doit répondre et on doit prouver qu'on a répondu à ça. Et si on n'a pas ces mécanismes, à tous les niveaux d'ailleurs, je pense que la Première ministre en avait parlé quand elle a conçu qu'il y aura des évaluations de performance des ministres. Ça fait plus d'une année maintenant, ça va faire une année. Je ne sais pas s'ils ont déjà fait des évaluations, mais ça c'est quelque chose que je voudrais bien qu'ils tiennent compte par rapport d'abord au top, que le président et le ministre, surtout la première ministre, parce que j'ai le chef de gouvernement avec ses ministres, et je le retentis aussi au niveau du gouverneur, que les gouverneurs avec leur département, au niveau provincial, qu'ils puissent déjà faire le bilan de cette première année, où est-ce qu'on en est. Parce qu'on ne peut pas avoir de plan qu'on ne met pas en œuvre et qu'on n'évalue pas.
C'est tout un système. Donc, il y a un problème d'évaluation, il y a un problème d'exécution d'abord. Il y a un problème d'exécution. Qu'on est toujours surpris lorsqu'il y a incendie, lorsqu'il y a catastrophe, on est toujours surpris. Et au niveau national et au niveau provincial. C'est ce problème-là, de ne pas avoir de vraies personnes à la place qu'il faut, ou d'avoir des gens qui sont à la poursuite de leur intérêt individuel, qui courent pour rattraper l'argent partout où il est, et quand l'argent est là, même si c'était l'argent de la réponse, parfois on trouve ça, l'argent de la réponse humanitaire, elle va quand même dans la poche. Il y a quelqu'un qui détourne. C'est inhumain, et ça c'est vraiment des crimes. Il faudra qu'on arrive à un moment dans ce pays où des choses comme ça ne sont pas tolérées du tout, la tolérance zéro, et ils sont amenés à la justice, ce sont des crimes punissables, et que sinon on ne va pas s'en sortir. Alors, est-ce que dans la nouvelle dynamique Lumumba, dans votre projet de société, est-ce que vous prévoyez, qu'est-ce que vous prévoyez en cas de catastrophes naturelles, humanitaires? Est-ce que dans les projets de société, parce que dans beaucoup de projets de société, il y a une étude qui était sortie, qui était publiée par la CERN. La CERN, c'est la Commission épiscopale pour les ressources naturelles, qui faisait voir que les partis politiques ne s'occupent pas de l'environnement, ne s'occupent pas de tout ce qui est peut-être ressources naturelles. Ils peuvent le dire dans le discours, mais lorsqu'ils sont maintenant en exécution ou en plein pouvoir, on ne s'occupe pas de ça. Alors, chez vous, quand même, il y a la différence, peut-être. Oui. Nous avons prévu de pouvoir travailler, et nous le faisons déjà avec les moyens de bord, pas forcément au niveau de catastrophe, mais au niveau de la troisième partie dont je vous ai dit tout à l'heure, qu'il y a trois grandes partie quand il s'agit des catastrophes en général, les préventions. Vous avez parlé, comme vous revenez, qu'est-ce qu'il faut faire au moment de la prévention? Parce que je voudrais qu'on aborde alors les trois étapes là comme il se doit. D'accord. Qu'est-ce qu'il faut faire pendant les préventions et puis pendant l'action lorsqu'il y a catastrophe et puis la troisième étape. Voilà. Pendant la prévention, on en a parlé déjà ici. C'est par exemple dans ce cas des inondations, si on a respecté le plan d'urbanisation, si on a respecté le plan d'attribution foncière. Non, mais déjà chez nous, on n'a pas respecté. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ah non, il faut faire ça justement. C'est ce que je suis en train de dire. Il faudra considérer, pour éviter d'autres, qu'on revoie le plan d'aménagement du territoire dans ces endroits qui sont potentiels risques. C'est-à-dire, on a quand même beaucoup de... toutes nos rivières, l'autre fois c'est Ndili, mais regarde même Kalam, regarde les autres rivières. Déborde regarde ici, Ngaliema, toutes ces rivières, il y a des maisons construites dessus. Ouais. Dans les caniveaux et ainsi de suite. Donc, il faudra revoir le plan d'urbanisation. Et là, c'est quand il n'y a rien. Quand il n'y a pas rien, parce qu'apparemment chez nous, on s'est rêvé que quand il y a... Non, c'est quand il n'y a rien. Il faut revoir le plan de cette mégapole et même aussi par rapport à l'assainissement de ces rivières. Elles sont plein de déchets dedans. Ils sont obstrués déjà. Ce sont presque des barrages de déchets dans ces rivières. Et donc, quand l'eau vient, la pluie peut venir d'ailleurs parce que ces rivières viennent d'Angola et partout, et ça draine, et quand ça arrive, ça va sûrement déborder. Donc, c'est des grands travaux, mais n'ayons pas peur parce que maintenant, là, on a une opportunité. On a une opportunité avec ces grands deals qu'on va faire avec les États-Unis, pour ne citer que c'est là, mais on a beaucoup d'autres partenaires. L'importance que de nous, de voir qu'est-ce que nous priorisons dans notre infrastructure, dans le développement de l'infrastructure pour la ville de Kinshasa. C'est pourquoi il faudra que ce soit au niveau provincial, que la province discute avec ses différentes pour voir qu'est-ce qu'ils vont faire pour le réaménagement de Kinshasa. Kinshasa déborde. On parle des pluies qui ont tué
Mais on ne devait même pas, parce que chaque jour, c'est une catastrophe ici, les embouteillages. C'est catastrophe. Les effets que ça fait sur la santé des gens, moi je ne sais pas, on peut calculer cela, il faut faire des études dessus. On va revenir sur les conséquences. Ouais. Hein? Donc, on va revenir sur les conséquences. Nous sommes au niveau de la prévention. De la prévention, il faudra revoir. Kinshasa est débordé, sur tout le point de vue. Ici, l'inondation, c'est juste qui nous a montré qu'il y a un problème, mais il y a des problèmes partout. Donc il faut revoir le problème les plans d'urbanisation de Kinshasa. De nos villes, oui, en commençant par Kinshasa. Et il y a des plans de l'extension vers la périphérie autre qui se créent, que ces plans tiennent en considération la situation existante pour améliorer. Or, on voit que même à la périphérie, les gens s'octroient des parcelles dans des ravins, dans des lits de rivières, ainsi de suite. Et c'est toujours des catastrophes à venir. Hein. C'est toujours des catastrophes à venir. Donc ici, les affaires foncières ont un grand travail à faire aussi, ensemble avec l'aménagement territorial. Ça, c'est par rapport à cette thématique sur les catastrophes, la catastrophe de pluie diluvienne. Mais alors, au niveau de la réponse immédiate, c'est ce que j'ai dit, les météos avaient déjà annoncé, donc on pouvait déjà se dire qu'il y aurait une situation. Et quand les eaux débordent, on pouvait déjà mettre en œuvre, activer la réponse. Voilà. Et la réponse rapide, elle aussi se planifie. Elle se planifie. On ne peut pas être surpris quand les gens ont fait des heures. Cette pluie-là, il a plu toute la nuit. Et les eaux ont eu tout le temps de monter sur le nombre des heures. Or, il suffit juste d'avoir 30 minutes pour préparer une réponse d'urgence. 1 heure, surtout qu'il n'y a pas de problème d'accès. Ce n'était pas très loin où il fallait prendre le bateau pour aller rejoindre. C'était dans la ville. L'accessibilité était là. Donc, il avait fallu avoir. Et ça, on voit tout de suite qu'il n'y avait pas un plan de réponse immédiate pour être mise en œuvre. Et on a vu les gouverneurs qui montaient dans un bateau tout petit qui pouvait pas sauver des gens, mais lui-même qui tombe en panne. Ça, c'est vraiment... Qui a failli couler. Ça montre qu'il y a de l'impréparation à ce niveau-là, la réponse. Et maintenant, la réponse aussi immédiate dans les premières heures pour éviter les décès. Hein. Souvent, la réponse immédiate, elle vise toujours d'éviter les nombres de morts, d'éviter les morts. Mais tout de suite, les gens, ils vont se retrouver sans abri, ils vont se retrouver soit qu'ils sont déplacés, ainsi de suite. Il y a aussi une réponse urgente de pouvoir maintenant leur donner les shelters, l'endroit à dormir, leur donner à manger, prévoir qu'ils vont faire des besoins, ainsi de suite, de l'eau et autres. Ça, c'est aussi prévu et ça, on a vu quand même que la réponse était venue à ce niveau-là. Là, vous saluez les efforts du gouvernement. Oui, on a vu les efforts. C'est le gouvernement central. Central encore, le président même lui-même est descendu. On a vu la maman, madame, la première dame qui a aussi fait les efforts. On a vu même des particuliers, hein, beaucoup d'autres personnes qui ont fait dans la solidarité. Ça, c'est bien. Mais, encore une fois, normalement, ces choses se planifient avant, ça ne se fait pas comme ça au coup. Bon, mais quand les gens sont là, ils ont besoin de matelas, de vivre. Ça, vous avez parlé de... La troisième maintenant, c'est de pouvoir travailler avec les communautés pour... c'est un peu dans l'éveil sur des valeurs de la société. Parce qu'il faut maintenant que la communauté apprenne des leçons de ce qui s'est passé. C'est bien beau de toujours voir les dirigeants, mais nous avons tous une part de responsabilité dans ce que nous avons, dans ce que nous subissons. Et donc, l'éducation des communautés, l'engagement des jeunes pour comprendre ces principes, c'est d'hygiène, d'éviter de jeter de poubelles, ainsi de suite. Ça, c'est des notions que nous pouvons relayer à notre niveau avec la capacité que nous avons. Mais à tous les niveaux, on peut travailler avec les associations pour pouvoir truquer. Au niveau de mon parti en particulier, notre parti, vraiment la jeunesse est au centre
Les jeunes, pour moi, c'est vraiment eux aujourd'hui. C'est le présent. Et c'est les jeunes qui doivent prendre en charge pour assurer la transformation dont on a besoin. Donc, on essaie d'éveiller les consciences pour dire, bon, s'il y a eu des générations ratées, des gens qui se sont retrouvés à être juste animés par les besoins matériels de leur corps, vous pouvez faire mieux, parce que ce n'est pas la fin. Ce n'est pas la voiture qu'on a ou la maison qu'on a. Si on n'a pas créé un environnement, si on n'a pas laissé les autres monter avec soi, ça ne veut absolument rien dire. Alors, lorsque vous dites qu'il faut peut-être espérer avec les deals États-Unis-RDC, est-ce qu'il faut pour contrer les effets des catastrophes, est-ce qu'il faut seulement s'attendre au deal, Madame Marie-Claire? Non, non, non. Si je dis, c'est par rapport à l'ampleur de ce qu'il y a à faire par rapport à la reconstruction des travaux d'envergure. Hein, je ne sais même pas qu'est-ce que le gouvernement, c'est-à-dire la province, prévoit par rapport à ce qu'on a dit ici, réaménager Kinshasa. Kinshasa déborde. Mais moi, j'ai deux, trois solutions par rapport à ces débordements. Première solution ne consiste même pas à Kinshasa, consiste seulement à faire faire vraiment effectif le programme de développement communautaire, des problèmes de développement des provinces à l'intérieur. Si, par exemple, à l'égard de 145 territoires, si ces programmes créent vraiment de l'emploi, les gens vont aller trouver là où il y a l'emploi. Et Kinshasa va être désengorgé. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est le problème des violences qu'on a vécues, surtout dans la partie orientale. Dès que ces violences cessent, les gens rentreront parce que les gens sont venus à Kinshasa. Et donc, quand on désengorge Kinshasa, on peut revoir comment planifier pour ça. Et ça, c'est des problèmes d'envergure. Je parlais de cela, bon, j'ai fait cette allusion, mais il faut avouer qu'on n'a pas besoin, même par rapport à ça, on n'a pas besoin de dépendre de l'aide. Et dans ce cas, ce n'est pas de l'aide, c'est un partenariat qui n'est pas vraiment l'aide, mais qui est, parce qu'il tire, c'est un business deal où on vend et ils achètent, et eux ils vendent, et nous on achète. Et donc, dans ce cas, on a besoin de gros moyens, et ces gros moyens peuvent aider. C'est aussi une façon de penser comment on peut utiliser de ces deals pour qu'on en profite aussi par rapport à ces grands travaux d'aménagement de territoire. C'est dans ce sens-là. Mais l'aménagement de territoire ne doit pas attendre qu'il y ait un deal pour être fait. Non, le pays a un budget. Le pays a des planifications. Ces plans, ils existent. Le professeur nous avait dit ici que les plans existent. Et donc, quand ils sont dans le cycle d'exécution, il faut utiliser ces plans pour faire les programmes de ces ministères et les décentraliser ou bien les donner au niveau de l'exécution des provinces pour qu'ils s'en approprient dans leur plan aussi. Donc, on ne peut pas attendre l'aide. Non, là, ce n'est pas ce que j'avais voulu dire, mais j'avais voulu dire avec un grand montant de cash qui vient pour pouvoir créer de l'infrastructure, aider dans les différents types de programmes de développement économique, c'est une opportunité de poser des vrais problèmes, de rentrer dans les plans là pour voir quelle est notre situation et comment on va l'utiliser. Est-ce qu'on en pense vraiment? On doit en penser, sinon on ne sort pas de l'auberge. Si on n'en pense pas, je pense qu'on doit le penser. Pourquoi nous sommes là, on en parle. Il faudra qu'on pense sur ça. Pas seulement par rapport à l'aménagement du territoire, mais par rapport à tous les secteurs d'agricole, les secteurs d'environnement, les secteurs de tourisme et autres. Il y a une possibilité ici d'émerger le Congo. Comment on va utiliser pour créer, bénéficier le peuple congolais. Si on n'en pense pas souvent, c'est parce qu'on se dit, ok, maintenant le deal vient, quel est le pourcentage que je peux avoir là-dedans?
Et ça vous... Ça, il faut zéro tolérance. Vous tapez le point sur Absolument, il faut planche, zéro vous dites tolérance. que ça, il ne faut pas ça. Il faut pas. Il faut quand même un changement de mentalité. Il faut vraiment. Alors, là, c'était des catastrophes. Allons-y alors aux conséquences. Lorsqu'il y a catastrophe naturelle, lorsqu'il y a par exemple les inondations qu'on a connues dernièrement, mais ce ne sont pas les premières. Il y a eu déjà des inondations, mais quand ça arrive et qu'il y a toujours des dégâts, apparemment, on ne sait pas, d'abord, on ne sait pas prévenir et on ne sait pas prendre la situation en main, là, la gestion des urgences. Alors, les conséquences, allons-y d'abord sur le plan, sur les plans sanitaires. Quelles sont les conséquences lorsqu'il y a catastrophe telle qu'inondation? Débordement, si je peux dire en un seul mot comme cela. Lorsqu'il y a débordement, il y a débordement aussi, il y a débordement de prise en charge parce qu'après le plan sanitaire n'a pas, il se retrouve avec beaucoup de cas qu'il faudra prendre en charge, ainsi de suite. Mais rappelez, on revient encore là où on n'est pas, d'où on vient. On a parlé de le plan de contingence. Donc, ce qu'il faut, et on a insisté sur le fait que c'est un plan multisectoriel. Dans la réponse, la partie réponse de ces plans d'urgence, le secteur sanitaire, il est très, très prévalent parce que la réponse urgente d'empêcher la mort est souvent, même si les actions vont se faire avec le sauvetage, ainsi de suite, mais la partie médicale est toujours parce que les inondations emportent des maladies, des matières fécales. Oui, ça c'est même déjà après, mais au moment où l'inondation arrive, on peut secourir des gens qui sont repêchés dans l'eau, qui ne sont pas morts, par exemple, on peut les ressusciter, c'est-à-dire les réanimer plutôt. Donc il y a des actions médicales qu'il faut faire aussi au moment. Donc il y a toujours une équipe médicale quand on parle d'urgence, qu'elle soit humaine, naturelle. La réponse sur l'homme, c'est une réponse de la santé et donc les sanitaires est impliqué. Mais quand on n'a pas de plan... Parce qu'on parlait des conséquences. Hein? Conséquences sur le plan sanitaire. Maintenant, sur le plan sanitaire, après, il y a aussi les eaux. Oui, bien sûr, bien sûr. Ça, c'est les eaux qui restent. En eux-mêmes amènent tous les déchets et puis ils vont créer des maladies hydriques. On va avoir aussi des conséquences sur le plan sanitaire par rapport aux maladies des eaux sales, et des déchets, des piqûres de moustiques et autres qui vont être conséquences de ces eaux qui sont restées stagnantes pendant le temps ou qui ont aussi été contaminés de tout ce qu'il y a. On peut avoir le choléra, on peut avoir beaucoup d'autres conséquences médicales des inondations. Et sur le plan environnemental? La même chose. Sur le plan environnemental, la terre est secouée, il y a des ravins qui se créent, il y a des... ainsi de suite. Si les inondations ne sont pas contenues, vous avez parlé des plans de contingences. Hein, alors, qui doit faire quoi alors? Parce que les catastrophes naturelles sont là, elles existent, on ne peut pas les empêcher de se produire, mais il y a, vous l'avez dit, des responsabilités partagées, mais qui réellement doit faire quoi pour que au cas des catastrophes, on ne puisse pas déplorer des morts et autant de dégâts? Ouais. Moi, ce que j'ai noté, hein, je peux me tromper, et c'est pour cela que j'ai noté ça vraiment qu'il y a, il y a un ministère de la solidarité nationale et des urgences humanitaires qui a prérogative, et je pense, d'initier ces raisonnements, ces réflexions et ces planifications.
Mais un ministère isolé ne peut pas avoir la capacité de réponse. Donc il faudra, comme on a parlé tout à l'heure, qu'il y ait une approche multisectorielle. Ouais. D'où le besoin d'avoir un cadre supra ces ministères qui regrouperait les différents ministères qui contribuent dans des réponses. Et ça, c'est tout ça. L'intérieur, il y a sa grande part avec... Avec la direction de la protection civile. Ouais. Donc... qu'on ne sent pas. Maintenant, je voulais dire, ce que j'ai remarqué, c'est que à ce niveau-là, d'avoir une coordination, à ce moment-là, on parle de coordination, ouais. Il y a encore des choses qui peuvent être faites. Je suis au courant qu'il y a un décret prématuré de 2013 qui a créé un cadre de concertation humanitaire, mais ce cadre, il est créé pour pouvoir faire interface entre les gouvernements et les acteurs humanitaires, c'est-à-dire les partenaires humanitaires qui sont payés. C'est déjà une très bonne chose. Et ce cadre peut aussi être exécuté. Parce que vous voyez bien que dans le cas d'urgence, il n'y a pas que le gouvernement qui répond. On a parlé tout à l'heure, les gens aussi répondent. Et surtout les acteurs humanitaires, c'est là où ils répondent. Mais dans un pays souverain, un pays qui est d'ailleurs prône aux catastrophes, un pays qui depuis 30 ans est subi à des violences imposées, ça sont des catastrophes humaines, imposées par des voisins véreux et des nationaux traîtres, pendant des années, avec beaucoup de gens qui sont déplacés, qui vivent dans des tentes, ainsi de suite, on a besoin que la souveraineté de ce pays s'impose dans ce qui s'agit justement de cette coordination de la réponse humanitaire. Et c'est ça que moi, je peux me tromper, mais je n'ai pas l'impression de le sentir, que ce soit au niveau même des médias, au niveau des informations, ou même quand les conseils des ministres se réunissent, on n'a pas l'impression qu'il y a ces retours d'informations par rapport à la coordination de la réponse humanitaire. Et ça devrait être présent dans un pays aussi affecté par des catastrophes humanitaires de tout genre. Nous allons aussi peut-être chercher si après ce qui s'est passé, les catastrophes dont on parle, l'inondation qu'on sort, est-ce qu'il y a des travaux qui peut-être sont en cours? Et alors, est-ce que la réponse, vous l'avez dit ici, mais bon, est-ce que la réponse apportée avec les sinistrés qui sont un peu partagés, est-ce qu'elle est à la hauteur? Tu sais, aussi longtemps qu'on n'a pas prévu, on n'a pas de plan, c'est difficile après même d'évaluer aussi. On ne peut pas dire à la hauteur par rapport à quoi. Or, si vous avez un plan, vous avez des objectifs qui sont bien déclinés là-dedans par rapport aux interventions. Vous avez des actions qui sont définies. Vous pourrez après évaluer vos actions si vous aviez vraiment été à la hauteur de ce que vous aviez prévu. Bon, dans ces cas ici, on va dire c'est à la hauteur de quoi, on ne sait pas. Mais ce qu'on peut dire humainement, on sait que les gens, quand ils ont été repêchés, ils ont trouvé un abri dans le centre, même si après, ils ont aussi mal géré leur présence sur place, en habillement. Ça, c'est beaucoup d'autres choses qu'on dit aussi par rapport à la population qu'on peut apprendre. Ils ont reçu de l'eau, ils ont reçu à manger. Donc, on peut dire que la dignité a été respectée, la dignité humaine, parce que c'est un peu ça l'objectif du plan national de réduction de risques aux urgences et aux catastrophes du ministère des Affaires que j'ai lu en passant. Donc on peut dire que dans ces cas-là, il faudra apprécier, les gens n'ont pas été laissés
la rue, et ainsi de suite. Mais là, le problème n'est pas par rapport à... C'est le problème est justement ce qu'il y a en amont là. Si des plans existent, je n'ai pas vraiment fouiné. Même avant cette émission, je n'ai pas eu le temps de rentrer pour appeler des collègues qui sont au niveau de ces ministères pour me donner un peu des informations précises. Je suis sûre que en tant que grand pays avec beaucoup de cadres, beaucoup de professeurs, beaucoup de chercheurs, il y a toujours des plans quelque part qui se sont faits dans telle ou telle autre circonstance, mais est-ce qu'ils ont été mis en œuvre? C'est ça qu'il faudra faire. C'est cette partie-là de mettre en œuvre nos plans qui a besoin d'être analysé. Maintenant qu'on a eu cette situation, je sais qu'il y a eu... le conseil des ministres suivant, on a délibéré comment et les mesures ont été prises pour pouvoir revoir l'aménagement du territoire, démolir les maisons de gens. Ça, c'est déjà bien. Donc, on a pris des mesures, mais qui sont restées, je crois, dans les tiroirs. Hein? Non, mais c'est encore récent. Il y a le temps de mise en œuvre des mesures aussi. Mais les plus n'attendent pas. Oui, non, mais c'est bon. Les plus n'attendent pas et d'autres catastrophes n'attendent pas. Alors, Madame Marie-Claire, parce que nous tendons vers la fin de notre émission, voilà qu'il y a le plan d'urbanisation qui n'est pas respecté. Tous les endroits qui étaient exemptés au lotissement ont été déjà spoliés avec des constructions anarchiques. Et il y a des bouteilles en plastique, vous les avez vues dans ce que nous avons suivi, les matières plastiques solidifient les sols et empêchent l'eau de pouvoir s'infiltrer. Et on a coupé des arbres qui pouvaient aussi aspirer de l'eau. Et il y a, alors, l'eau qui ruisselle cause tout ce qu'on voit comme dégâts, mais la population a aussi une responsabilité. Qu'est-ce que vous pouvez dire à la population qui vous écoute et qui souvent tombe victime, même si après c'est quel gouvernement a allé le Bissoli Camboyo, mais c'est quand on est allé construire aux endroits des fois qui étaient interdits. Alors, vous êtes devant la population que vous protégez souvent, mais qui elle-même ne se protège pas. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire? Oui, ça c'est une question, très très bonne question, mais aussi un peu une question difficile quand j'essaie de regarder dans les circonstances où nous vivons. Nous sommes un peu comme si nous étions banaïtiqués, comme si on était laissés pour compte. Hein. Quand il n'y a pas une organisation quelconque, les seules organisations qui existent au niveau des populations maintenant, ce sont les églises. Hein. Les églises et les ONG. Elles sont nombreuses. Oui, même les ONG n'ont pas de grande couverture de population. C'est les églises qui sont en train d'arranger les gens dans des quartiers, ainsi de suite. Et on ne voit pas des rôles de chef de rue, ainsi de suite. Et ça, c'est très difficile de passer des messages. Qui des fois n'existent pas. Qui des fois n'existent pas. C'est pour cela... Pour organiser, parce que venir à la télé, lancer un message comme ça à la population, c'est bien. Ce sont les mêmes messages de règles de jeunes. Utilisez votre bouteille d'eau. D'ailleurs, ces bouteilles d'eau doivent être bannies pour moi. Donc ça, c'est des mesures qui ne concernent pas la population. Mais si des bouteilles sont là, et que ne pas de les jeter partout, or, il faut prévoir où les jeter. Et ça me remonte encore au-dessus. Ne pas jeter des saletés dans les caniveaux tels qu'on les voit, parce que si vous avez des caniveaux, vous allez boucher, empêcher l'eau de circuler. Nettoyer votre cour, gérer vos déchets, c'est surtout la gestion des déchets qui est un grand problème ici. On peut dire ça aux populations. Mais ce n'est pas l'effet de le dire qui change, c'est l'effet de l'exécuter. Et quand on parle de l'exécution, il faut toujours avoir
des personnes qui sont responsables de faire ou de faire faire et qui sont après redevables pour rendre compte de ce qu'ils ont fait. Et dans notre organisation, nous avons au niveau des petites cellules, au fond, c'est les chefs de rue. Il y a aussi des partis qui ont déjà... Les chefs de rue qui ne sont pas reconnus, qui ne sont pas rémunérés par l'État. Il faut commencer par là. Ça, il faut le savoir. Il faut commencer par là. Ouais. Ouais. Et leur donner un cahier de charges, d'avoir des réunions de la rue, de mettre de l'ordre sur l'organisation de l'hygiène de la rue, de mettre de l'ordre sur même la sécurité de la rue, savoir c'est qui est venu où, qui fait quoi, tout ça, c'est la protection aussi des personnes, de la sécurité au niveau de la rue. Si on commence par ça, on peut se retrouver avec beaucoup d'améliorations. D'accord. Merci beaucoup, Madame Marie-Claire. On a fini pour aujourd'hui. Et je crois que le message est passé. Vous qui aimez votre émission, ne construisez pas là où c'est interdit, parce que les conséquences sont néfastes. Et puis, ne jetez pas de bouteilles d'eau partout. C'est nous-mêmes, nous devons nous protéger. C'est notre ville, c'est notre santé et c'est notre pays. Nous n'avons que ce pays-là. Et donc, prenez bien soin de vous. Suivez les exigences qu'il faut et les bourgmestres, les chefs des quartiers, vous avez du travail dans la sensibilisation de la population. Voilà, mesdames, messieurs, qui met terme à cette émission de ce jour. Merci de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe technique. La suite au prochain numéro. Au revoir. Merci, madame. Merci.